Alors, pour Euh, revenir sur les architectures cognitives qu'on a évoquées brièvement, donc il y avait une question de Jacopo Domenicucci, qui aurait beaucoup aimé participer mais qui n'a pas pu être là, qui s'intéresse à tes travaux sur les architectures cognitives et notamment dans quelle mesure ça permet l'action conjointe dans l'interaction entre un robot et un humain. Alors, je lis sa première question. Quelle différence y a-t-il dans la conception technique, mais aussi les défis d'intégration sociale et éthique entre des agents artificiels avec lesquels nous pourrions entreprendre réellement des actions conjointes et des agents artificiels avec des niveaux d'intelligence, autonomie, apprentissage élevés, mais incapables de ce type de coordination avec l'humain? euh, alors, l'action conjointe enfin, implique la euh, capacité pour l'agent de comprendre, alors j'utilise le terme comprendre euh, dans un sens faible, hein, de comprendre l'être humain. S'il n'y a pas, si on ne peut pas comprendre, c'est-à-dire interpréter ce que fait l'autre, avoir un modèle en quelque sorte de comportement de l'autre, avoir une théorie de l'esprit qui permette d'anticiper, euh, qui permette de se mettre à la place de l'autre, on ne peut pas vraiment faire de l'action conjointe. Il faudrait donc que le système qui interagit avec les êtres humains puisse euh, disposer d'un tel modèle, de voir cette théorie de l'esprit de l'être humain. Euh, à la fois un modèle physique, c'est-à-dire ce que l'être humain est capable de faire, pas seulement ce qu'il pense, mais ce qu'il est capable de faire, donc un modèle physique, géométrique, un modèle des systèmes de perception humains, un modèle qui lui permette d'agir de façon à ce que l'être humain le comprenne et puisse aussi coopérer avec lui. Donc si par exemple je veux tendre un objet à un être humain, je vais placer cet objet dans l'espace de travail de l'être humain que je connais, de manière à ce que l'être humain puisse le voir et le prendre. Je ne vais pas le poser au-dessus de sa tête, sinon, voilà. Euh, donc, ça, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire des modèles, hein, des modèles calculatoires, des modèles qui peuvent être appris, mais des modèles aussi qui peuvent être préprogrammés pour partie de l'être humain, qui sont nécessaires pour cette interaction. Euh, mais il faut aussi donc avoir un modèle des comportements, des actions, qu'est-ce que l'être humain est capable de faire. Mais si on parle d'intégration sociale et éthique, il faut aussi avoir une représentation des valeurs humaines, avoir une représentation des préférences, le cas échéant, avoir même une interprétation contextuelle parce que les valeurs sont en tension les unes avec les autres, donc parfois il y a des priorités et selon la situation, l'être humain peut avoir des priorités différentes. Donc comment comprendre cela? C'est là qu'il y a une limite quand même à cette capacité d'intégration sociale, mais c'est là aussi où il y a une nécessité quand même que la machine puisse avoir une certaine capacité de raisonnement, d'élaboration de modèles de comportement qui puissent tenir compte de cela. Alors, s'il n'y a pas cette capacité, eh bien, évidemment, les systèmes artificiels, les agents artificiels en question, ne pourront jamais véritablement se coordonner avec les êtres humains. Ils pourront aller explorer Mars tout seuls, le cas échéant, mais ils ne pourront pas avoir cette action conjointe. L'action conjointe exige un minimum de compréhension de ce que c'est qu'un être humain, de ses capacités, de ses préférences, de son propre, de sa propre, de ses valeurs. Et ça, c'est aussi contextuel. Donc, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait le penser. Et nous, on a travaillé sur ces sujets-là dans un cadre très quand même limité, il faut bien le dire, qu'on a tendance à trop généraliser à partir de nos propres travaux, parce que on y travaille dans un cadre qui simplement essaie de démontrer que certains éléments que je viens
exposés sont possibles et semblent aussi être validés par des études psychologiques sur l'être humain. Hein. C'est des architectures qui comportent plusieurs niveaux, un niveau de décision, un niveau euh, d'exécution, de contrôle et un niveau fonctionnel de capacité de base. Mais voilà, donc cette architecture cognitive artificielle devrait pouvoir rendre compte de ces différents éléments. Ça permet justement de rebondir avec la deuxième question de Jacopo, qui justement lui se demande quel rapport tu vois au niveau des stratégies de recherche entre l'étude des architectures cognitives humaines et artificielles, par exemple robotiques. Est-ce qu'il y a un éclairage réciproque ou bien pour l'instant c'est un simple rapport d'imitation de l'humain par la robotique? Ah non, non, bien sûr, il y a un apport réciproque. En robotique, on va élaborer des méthodes computationnelles qui pourraient très bien, pour certaines d'entre elles, être utilisées pour expliquer certains phénomènes ou certains comportements dans des architectures cognitives humaines. La formalisation, la faisabilité, c'est-à-dire la possibilité effectivement de mise en œuvre, fait que le robot devient un outil pour montrer à la fois la possibilité théorique, au moins, et éventuellement au-delà, et les limites de certaines capacités humaines. Pourquoi? Parce que dans le cerveau, il y a quand même des capacités calculatoires, du raisonnement bayésien, par exemple, du un filtrage de Kalman, qui est aussi une forme de traitement bayésien. Donc tout ça, ça peut être mis en œuvre dans des machines, dans des robots, et permettre de valider ou d'inspirer la recherche dans les architectures cognitives humaines. Et en même temps, dans l'autre sens, bien évidemment, n'oublions pas que quand même notre programme n'a qu'une seule source d'inspiration, qu'un seul modèle, c'est les architectures cognitives humaines, qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne maîtrise pas bien, mais qui peuvent évidemment inspirer, et qui le font très, très souvent, les choix que nous faisons dans la conception des systèmes artificiels. Pour moi, ce n'est pas de l'imitation. Le terme imitation n'est peut-être pas celui que je favoriserais. Je préférerais le terme inspiration, parce que d'abord, ce ne sont pas les mêmes mécanismes nécessairement, et ce ne sont pas non plus les mêmes résultats qu'on va obtenir. Alors, les concepts pourraient être similaires, mais il ne s'agit pas d'imitation à proprement parler. Et on voit très très rapidement d'ailleurs que quand on essaye de mettre en œuvre certains concepts sur la machine, sur le robot, on va faire des choix, et ces choix ne sont pas du tout les mêmes, nécessairement les mêmes que disons, que ceux qui seraient faits si on voulait imiter strictement ce qui se passe dans les systèmes naturels. Est-ce que je Bien sûr. n'avais pas pensé, mais tout à coup j'ai envie de poser une question sur justement quelque chose qui est modélisé chez l'homme, et je ne dis pas du tout que je n'ai pas la compétence pour savoir si le modèle est plausible, mais enfin j'avais suivi pas mal des travaux d'Étienne Quéclin à un moment où il travaillait sur la question de savoir comment est-ce que le cerveau fait pour suspendre l'exécution d'une certaine tâche pour donc veiller à exécuter une autre tâche qui, par exemple, est plus urgente ou pour des raisons d'attention, et de revenir à la tâche d'origine. Alors ça, je suis sûr que c'est un problème qui se pose aussi en robotique. Un robot peut être en train d'essayer de, je sais pas, d'explorer quelque chose à marche, mais tout à coup, il y a un problème mécanique ou un caillou, je ne sais pas quoi, donc il va s'occuper de ça et puis revenir à la tâche initiale. Est-ce qu'il y a des mécanismes en robotique qui permettent aux robots autonomes de se débrouiller dans une situation comme celle-là?
Alors, tout à fait, mais c'est une excellente question parce que ça me rappelle beaucoup de choses qu'on a faites dans le passé dans le domaine de la robotique, parce que c'est bien sûr c'est le fameux problème entre justement les comportements et les actions délibératives orientées vers un but et les actions réactives qui sont nécessaires quand il y a un événement qui se passe dans l'environnement dont il faut tenir compte. Donc, des exemples, il y en a de multiples, ne serait-ce que le déplacement, je veux aller quelque part, et puis il y a un événement qui va m'empêcher d'y aller. Par exemple, il y a un obstacle qui se présente devant moi. Alors, on simplifie ça en disant évitement d'obstacle. Non, il ne s'agit pas de l'évitement d'obstacle, parce que je pourrais être obligé de choisir un chemin complètement différent. Et puis, chemin faisant, comme le robot doit être conçu pour effectuer plusieurs objectifs et pas seulement un seul, je peux aussi, moi, robot, je peux donc m'apercevoir que je suis arrivé à proximité d'un lieu où je pourrais exécuter un autre objectif que j'avais dans ma pile d'objectifs. Alors, est-ce que je le réalise, quitte à revenir ensuite à mon objectif initial? Donc, tout ça, c'est des réflexions qu'on a eues depuis très, très longtemps en robotique, et des mécanismes pour faire cela existent, bien sûr. À la limite, c'est quelque chose de base en informatique. L'ordinateur multitâche, le système d'exploitation multitâche, il gère finalement en permanence la capacité de réaliser plusieurs tâches en partageant le temps, ou bien donc en mettant des priorités, en faisant des interruptions. Donc il y a plusieurs mécanismes de base pour cela. Est-ce qu'il faut interrompre une tâche pour en prendre une autre? Est-ce qu'il faut l'insérer, donc essayer d'optimiser finalement l'ensemble des tâches? Il y a beaucoup de mécanismes et beaucoup de méthodes pour gérer ces problématiques-là. Alors, très sincèrement, je ne suis pas du tout certain que ça s'apparente à ce qui se passe dans le cerveau. Ce qu'on fait pour gérer les systèmes multitâches dans les machines, dans les ordinateurs de manière générale, et dans les robots. Je ne pense pas d'ailleurs. Mais pour partie, oui. Enfin, en robotique, en tout cas, on a eu énormément de travaux sur comment réaliser des architectures qui soient à la fois délibératives et réactives en même temps. Et d'ailleurs, je reviens à Rodney Brooks, que je mentionnais tout à l'heure, parce que dans son approche comportementale, on se retrouvait à donner la priorité à la réactivité par rapport à la délibération. Donc, dans son esprit, plusieurs couches qui étaient toutes bouclées sur l'environnement, au bout du compte, pouvaient aboutir, selon lui, à faire des comportements orientés vers le but, simplement par des mécanismes d'inhibition ou de désinhibition. Donc, une couche peut inhiber une autre, mais l'autre va étant donné qu'il est plus bouclé avec l'environnement réel, donc il doit être actionné pour tenir compte d'un événement imprévu. Donc ces mécanismes d'inhibition finalement étaient un peu complexes, et en réalité on n'a jamais abouti à faire une telle architecture qui soit capable de vraiment agir avec disons, d'être mise à l'échelle, c'est-à-dire vraiment effectuer des comportements complexes. Ça en est resté à des démonstrations relativement limitées. Mais oui, ce problème de gestion d'activité, enfin de comportement délibératif et de comportement réactif est un problème central dans la conception d'architecture robotique, et il y a énormément de travaux dessus, en fait. Ils ne s'apparentent pas tous à une inspiration, des neurosciences.
D'ailleurs, il y a des petites différences aussi, même s'il y a des processus d'embranchement, comme les appelle Étienne Coquelin, de revenir à un but précédent et autres. Dans ses travaux, notamment les plus récents, il montre aussi quand même des limites dans les capacités de l'humain à faire des embranchements entre plus que deux objectifs. Et puis, on connaît aussi les limites de mémoire de travail en psychologie humaine, qui sont des contraintes qui ne se posent pas sur la machine, ça, pour le coup. Donc ça peut aussi aboutir à des différences. J'ajoute aussi que la cognition vieillissante se caractérise, semble-t-il, notamment par une difficulté à revenir à la tâche d'origine. Voilà. C'est un de nos handicaps, parmi d'autres. Alors, est-ce que c'est un problème de mémoire ou est-ce que c'est un problème de, comment dire, d'incapacité à revenir? Enfin, est-ce que ça veut dire qu'on a un registre qui est de plus en plus limité pour pouvoir repartir? Je fais une comparaison avec une machine, hein, désolé. Mais ou est-ce que c'est autre chose qui est perdu dans la… Je crois que c'est autre chose. Ça vient du fait, enfin moi j'ai lu ça trop vite et puis j'oublie beaucoup. Mais c'est les travaux de Patrick Lemaire, notamment à Marseille, et d'autres aussi, qui montrent qu'en fait les stratégies, semble-t-il, les stratégies cognitives générales sont assez différentes en fait. J'ai un peu oublié pourquoi, ce qui explique que dans beaucoup de tâches, ça marche très bien, et dans d'autres tâches, justement, des questions d'interruption ne sont pas facilement résolues. Je ne sais plus très bien pourquoi. Mais en tout cas, il y a vraiment une grosse différence, semble-t-il, dans les stratégies de résolution de problèmes. Alors, je pense, avant de passer à une autre partie de questions qui serait plus sur le déploiement de l'IA dans la société, des questions d'éthique, d'intelligence collective, est-ce que peut-être d'autres membres du groupe voulaient poser des questions sur ces aspects un peu fondamentaux de recherche? Alors, je pose la question, une question assez évidente, mais à laquelle Raja peut répondre très vite ou pas du tout s'il le souhaite. Moi, j'ai essayé, là, en faisant un petit peu le tour de recherche en IA ces derniers temps, je crois qu'il est assez clair qu'il y a, disons, une direction qui veut vraiment pousser vers l'IA le plus autonome possible, confier complètement une tâche à l'IA, et une autre tu as parlé d'Engelbart à un moment de ton audition, donc de Engelbart à Jordan, par exemple, qui parle vraiment d'intelligence augmentée, d'un attelage homme-machine, et que c'est ça qu'il faut, qu'il y a beaucoup d'avenir, et c'est là-dessus qu'il faut insister, et arrêter de somnubiler sur une intelligence artificielle qui serait autonome, qui ferait tout, en l'absence de l'intervention humaine. Donc, est-ce que tu crois qu'il y a un choix à faire? Est-ce que tu as des préférences entre un attelage homme-machine, d'une part, l'orientation attelage homme-machine, et l'orientation IA ou robotique autonome? Alors, la réponse courte, c'est… parce que tu m'as demandé une réponse courte. Donc, la réponse courte… Non, tu peux la faire longue, mais je veux dire… je vais élaborer après. C'est l'attelage humain-machine, évidemment. C'est-à-dire la préservation de la décision humaine, aidée par la machine. Alors, la petite entorse que je vois à ça, mais qui n'en est pas vraiment, c'est quand, par construction et de manière inévitable, il faut laisser la machine agir complètement. Par exemple, si on parle d'une machine qui est bouclée sur l'environnement à une vitesse telle que l'intervention humaine n'est tout simplement pas possible. Et à ce moment-là, la machine devient inutile. Donc, par exemple, la voiture à conduite automatisée, typiquement, si vraiment elle est complètement développée et utilisée, ben, l'intervention humaine, on ne la voit pas très bien parce que c'est simplement contradictoire avec l'idée que la voiture conduit toute seule. Mais à ce moment-là, c'est à un autre niveau que se passe l'attelage humain-machine. Là, l'homme ne peut pas intervenir directement dans le fonctionnement et dans la décision de la conduite. C'est dans un cadre plus global que les choses devraient avoir été définies. Mais à part cet exemple ou d'autres de même catégorie, disons, il est clair que tout simplement parce que, et mon exemple n'est possible
que pour une certaine raison. Je vais y arriver tout de suite, hein, et qui explique aussi pourquoi il vaut mieux toujours l'attelage. Parce que tout simplement, la machine ne comprend pas ce qu'elle fait. Cette absence de sémantique fait que les décisions de la machine peuvent être complètement inadaptées, erronées par rapport à la situation réelle, par rapport au contexte. Mais je parle de contexte, donc interprétation sémantique. Il n'y a que l'homme qui peut donner ce sens. Et la machine peut l'aider ensuite à prendre ses décisions. Donc ceci est vrai dans beaucoup de domaines. Si je prends un autre exemple qui est celui de l'imagerie médicale où on dit aujourd'hui que les systèmes de deep learning sont capables de faire des traitements d'images très performants et d'interpréter par exemple sur des images s'il y a des tumeurs cancéreuses ou non cancéreuses, etc. Est-ce qu'on doit laisser la décision finale à la machine? Évidemment non, et ce n'est pas seulement parce que le domaine est risqué et qu'il y va de la vie des patients, mais c'est aussi parce que par définition, la machine ne va voir que sur quoi elle a été entraînée. Donc, elle a été entraînée sur des tumeurs, sur certains types de tumeurs, et va peut-être voir et distinguer des tumeurs avec une certaine précision. Mais la machine peut ne pas voir quelque chose qui est là dans l'image sur lequel elle n'a pas été entraînée et que seul le spécialiste verrait. Et la machine peut aussi se tromper avec une grande certitude. C'est-à-dire donner des résultats avec une très grande précision, mais qui sont complètement faux. Tout simplement parce que le mécanisme même d'apprentissage profond qui est utilisé est un mécanisme qui va chercher des régularités dans les images, et ces régularités peuvent ressembler à quelque chose qui est une interprétation complètement erronée par rapport à la situation réelle qu'elle est en train de, qui est dans l'image qui est en train d'être traitée. Donc l'intervention humaine est essentielle parce que le sens, le contexte ne peut être apporté que par l'être humain. Et pour la voiture en question, c'est bien parce qu'on est dans un domaine très délimité, où on a réduit considérablement la sémantique, qu'on peut accepter ce comportement où la machine prend la décision d'elle-même.